Bonjour, Claire Collat-Desfrancs. Je suis médecin généraliste, spécialiste du sommeil et médecin coordonnateur du réseau Morphée. Nous allons parler de la narcolepsie chez l'enfant, diagnostic, signes cliniques et conduite à tenir. Quand doit-on l'évoquer chez l'enfant? Devant des endormissements dans des situations improbables, à l'école, en mangeant, lors d'un jeu, en parlant, devant un enfant qui fait la sieste après l'âge de 5 ans, alors qu'il dort suffisamment par ailleurs, devant des troubles des apprentissages avec des besoins de sommeil excessifs pour l'âge, devant des malaises atypiques qui surviennent lors des émotions positives. La narcolepsie est une maladie de l'éveil, associée le plus souvent à un sommeil de nuit fragmenté et à des accès de sommeil incoercibles dans la journée et envahissants. La prévalence de la maladie est autour de 0,05%, soit 2 à 5 Européens pour 10 000. Le début survient le plus souvent à l'adolescence, parfois plus tôt, et un deuxième pic d'incidence survient autour de 40 ans. La physiopathologie rapportée est une défaillance d'un circuit de stabilité de l'éveil suite à la perte de neurones à orexine dans l'hypothalamus latéral. La baisse de l'orexine, appelée aussi hypocrétine, entraîne des dysfonctionnements de la régulation de l'appétit et du maintien de l'éveil. Quand on soupçonne la narcolepsie, quels symptômes doit-on rechercher? Cette fragmentation du sommeil, dont j'ai déjà parlé, qui n'est pas systématique mais évocatrice quand elle est associée à des rêves envahissants, à des siestes persistantes après l'âge de 5 ans, à des siestes néanmoins rafraîchissantes, mais survenant parfois au mauvais moment, qui constituent régulièrement des attaques de sommeil, plus ou moins longues, mais réellement imprévisibles. On cherchera aussi, dans ce contexte, des troubles de l'attention et des difficultés d'apprentissage, qui peuvent conduire à des colères de l'enfant un peu inexpliquées, ou à des troubles du comportement qui peuvent conduire à des diagnostics psychiatriques erronés et aux traitements qui vont avec. D'autres signes sont plus inconstants mais très évocateurs. Les cataplexies, donc ces malaises pouvant conduire à une chute, associant une perte de tonus de durée brève, sans anomalie de la conscience et pouvant toucher soit l'ensemble du corps, soit une partie du corps, la tête ou le tronc, dans les suites d'une émotion positive, typiquement un fou rire. Les hallucinations visuelles, auditives, qui peuvent toucher le début de la nuit, on parle alors d'hallucinations hypnagogiques, ou la fin de la nuit au réveil, on parle alors d'hallucinations hypnopompiques. Les paralysies du sommeil, qui consistent à rester ligoté dans son lit alors qu'on a le cerveau réveillé, mais donc une incapacité totale et réelle à bouger. Et une prise de poids inconstante, mais dont l'allure exponentielle est très évocatrice au début de la maladie. Comment étayer le diagnostic? D'abord, à la maison, un questionnaire de sommeil devra être rempli par l'enfant et sa famille, complété d'un agenda du sommeil, d'une actimétrie, donc pour objectiver le rythme veille-sommeil et compléter l'agenda. Donc l'actimétrie étant une montre munie d'un capteur piézoélectrique enregistrant les mouvements du poignet et permettant de déduire assez finement les périodes de sommeil, ainsi qu'une prise de sang à la recherche du typage HLA.
il existe un type HLA plus fortement associé à la narcolepsie. L'absence de ce typage HLA, DRQ B10206, est un élément contre le diagnostic. Une hospitalisation courte sera programmée dans un laboratoire de sommeil permettant de réaliser une polysomnographie complète suivie de tests de latence d'endormissement et d'une deuxième polysomnographie longue permettant de voir la durée totale du sommeil en libre cours. Ces examens seront parfois complétés par une ponction lombaire pour mesurer l'hypocrétine dans le liquide céphalo-rachidien. Un taux effondré d'hypocrétine dans le LCR est tout à fait spécifique de la maladie. Les tests de maintien d'éveil seront réalisés sous traitement pour vérifier l'efficacité des médicaments prescrits et spécifiquement avant le permis de conduire, puis tous les 5 ans pour valider ce droit à la conduite. La prise en charge médicamenteuse de la narcolepsie chez l'enfant sera initiée dans un centre de référence. L'objectif principal sera d'améliorer l'éveil du matin au soir et différentes molécules sont aujourd'hui disponibles pour cela. Le pitolisant a obtenu donc l'autorisation de mise sur le marché en 2023 chez l'enfant de plus de 6 ans. Il permet une seule prise matinale et a une action sur les cataplexies. Le méthylphénidate reste d'actualité avec différentes formules d'association de libération immédiate et prolongée permettant d'ajuster finement l'efficacité sur la vigilance. Le modiodal est l'une des molécules prescrites depuis longtemps et garde un intérêt et une efficacité certaine. Le solriamfétol, enfin, est en cours d'étude chez l'enfant et ne peut être prescrit qu'hors AMM pour le moment. Pour le méthylphénidate et le modiodal, une deuxième prise après le déjeuner est le plus souvent nécessaire. On peut aussi approfondir le sommeil pour obtenir cet effet sur la vigilance et c'est l'intérêt du sodium oxybate qui améliore donc la continuité du sommeil souvent fragmenté chez nos petits patients avec une prise le soir qui sera répétée dans la nuit et c'est par l'amélioration de l'approfondissement du sommeil que la vigilance est améliorée. Pitolisant et oxybate de sodium vont permettre en même temps de diminuer les cataplexies. Quand elles ne sont pas suffisamment maîtrisées, on peut ajouter certains antidépresseurs comme la fluoxétine, la venlafaxine ou le clomipramine. Il faudra alors veiller à ne pas arrêter ces médicaments anticataplectiques brutalement sous peine d'un rebond de la fréquence des épisodes ou de leur sévérité. La plupart du temps, un bilan cardiologique sera préconisé, idéalement en amont, sauf pour pitolisant effectivement et oxybate de sodium. Par contre, pour l'oxybate de sodium, il faudra veiller à l'absence de syndrome d'apnée du sommeil concomitant, car c'est une contre-indication. Le suivi médical sera régulier jusqu'à obtenir un équilibre satisfaisant pour le patient et dès lors que cet équilibre est atteint, un suivi annuel suffira.
narcolepsie reste une maladie chronique que l'on ne sait pas guérir pour l'instant, mais des pistes de recherche autour de l'utilisation de l'orexine, ce neuromédiateur effondré et très impliqué dans l'instabilité de l'éveil de nos patients, sont très prometteuses et permettent d'espérer des améliorations du traitement très prochainement. La prise en charge médicamenteuse est systématiquement associée à des conseils autour du rythme veille-sommeil. Notamment, on fera attention à la régularité des horaires de sommeil, à la programmation de sieste de la bonne durée pour notre patient, à tester du reste. On vérifiera la pertinence de l'exposition lumineuse, plus importante le matin et moins le soir, en particulier dans l'heure qui précède le coucher. Une activité physique régulière est également éveillante. L'environnement devra être aménagé pour permettre les siestes si elles sont bénéfiques et possibles. Un suivi psychologique est toujours favorable. Il existe différentes aides disponibles. Dans le milieu scolaire, cela va du projet d'accueil individualisé PAI à mettre en place dès la rentrée, notamment pour permettre la prise des médicaments sur le temps méridien et la réalisation de siestes dans des bonnes conditions. On peut aussi envisager un programme personnalisé de réussite éducative ou un plan d'accompagnement personnalisé et enfin un projet personnalisé de scolarisation. Ces plans étant à discuter avec l'équipe éducative qu'il est nécessaire de réunir si possible en début d'année avec une infirmière scolaire ou un médecin scolaire afin d'expliquer les symptômes de la maladie et l'importance de ces différents aménagements pour ne pas laisser le handicap nuire à la scolarité de l'enfant. Dans le milieu professionnel, il est possible de faire valoir une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, dite RQTH, afin d'obtenir également ces aménagements, soit horaires, soit de lieu de repos. Un site permet de retrouver les détails de ces différentes dispositions sur le site de l'Éducation nationale en notant monparcourshandicap.gouv.fr. Différentes sources d'informations sont disponibles. Le site de l'ANC, Association Narcolepsie Cataplexie, qui est riche en informations très pratiques sur la narcolepsie, que ce soit la maladie ou les aides possibles et les différentes difficultés administratives éventuelles rencontrées et comment les régler. Il existe des centres de référence en France, à Paris, Lyon et Montpellier pour cette pathologie qu'il ne faut pas hésiter à contacter quand les premières lignes thérapeutiques ne semblent pas efficaces. Enfin, des réunions d'éducation thérapeutique sont organisées désormais dans ces différents centres de référence avec une valence pédiatrique à l'hôpital Mère-Enfant de Lyon. Pour en savoir plus, je vous invite à chercher le plan national de soins narcolepsie qui est disponible sur le site de l'HAS, ainsi que les recommandations de prise en charge de cette maladie disponibles sur différentes revues, neurologie ou médecine du sommeil. Pour conclure, la narcolepsie touche aussi les enfants, c'est même une maladie de l'enfant. Le pic de survenue est plus fréquemment chez l'enfant. La prise en charge de cette maladie rare est indispensable à la fois sur un plan médicamenteux
et environnementale. Une bonne communication est nécessaire au sein de la famille et au sein de l'environnement scolaire ou professionnel. Une animation a été développée cette année qui s'appelle la narcolepsie c'est quoi ça, qui sera disponible sur le site du réseau Morphée, de la SFRMS ou de l'ANC à la rentrée. Je vous invite à la diffuser largement pour mieux faire connaître cette maladie. Merci à Bioprojet pour son soutien dans la réalisation de cette information sur la narcolepsie.